Ok, donc ce chapitre, c'est une introduction à la modélisation de processus continus par équation différentielle et nous allons l'appliquer à la croissance de micro-organismes. Trois parties. Une première partie qui va être une introduction. Voilà. Ensuite, un exemple simple de croissance de micro-organismes et ensuite la modélisation proprement dite de la croissance de micro-organismes telle que nous allons l'utiliser dans le cadre de l'analyse de vos données de TP, de culture cellulaire ou de génie fermentaire. Alors, les biomathématiques, qu'est-ce que c'est? C'est étudier et modéliser des phénomènes et processus biologiques. Pour cela, on a besoin d'outils, c'est une science pluridisciplinaire parce qu'on a besoin d'outils mathématiques, on a besoin de statistiques, on a besoin d'informatique, de physique, de biophysique, etc. Donc, les biomathématiques, ça ne se fait pas tout seul, hein, il faut des spécialistes dans chacun des domaines. C'est un domaine qui est très récent et en plein essor. Pourquoi? Parce que en biologie, il y a un nombre de données qui explose, vu le matériel qui évolue. D'autre part, en mathématiques, il y a des nouveaux outils qui sont développés et qui vont aider à faire des biomathématiques. Ensuite, les capacités de calcul des ordinateurs augmentent au fil du temps. Donc ça aussi, ça permet de développer des modèles. Et ensuite, une autre partie, une autre raison importante, c'est qu'on cherche de plus en plus à faire des expériences in silico, d'abord pour des questions de coût, et ensuite aussi pour des questions d'éthique, hein, parce qu'une expérience, c'est forcément des risques. Alors bon, ça dépend évidemment du domaine dans lequel on travaille, mais il y a toujours forcément des risques. Si vous utilisez des produits, il y a des risques. Et puis, d'autre part, là, ça touche la biologie, et bien vous savez que on est aussi parfois obligé de tuer des animaux pour faire ces expériences. Alors si on peut éviter ce genre de choses, eh bien ce serait mieux, si on pouvait éviter ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est les biomathématiques en général. Donc pourquoi et comment modéliser? Donc la modélisation, ça devient une étape importante de la recherche en biologie, et ça peut aider dans la démarche expérimentale. D'abord, ça peut aider à comprendre les phénomènes. On modélise selon une idée qu'on a, et puis si le modèle n'est pas bon, eh bien c'est peut-être que l'idée n'était pas bonne non plus, hein, etc. Et puis si le modèle est bon, ensuite ça peut aider à contrôler le processus. Donc vous par exemple, si le but c'est de produire un produit, bon c'est pas terrible comme phrase, mais eh bien on va essayer de trouver les meilleures conditions, les conditions optimales pour fabriquer ce produit. Dans ce chapitre, on va introduire quelques modèles mathématiques par équation différentielle de processus biologiques, et que donc ces équations différentielles, on va apprendre à les étudier et on va les utiliser. Alors il faut savoir qu'il existe plein de types de modélisation, et donc forcément nous là on regarde juste une petite partie des biomathématiques. En particulier, il y a des modélisations par équation algébrique. Donc, ensuite, on pourrait aussi faire une modélisation par équation intégrale, et aussi, plus compliqué, des équations aux dérivées partielles. Les modèles qu'on va regarder, nous, ils seront déterministes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fixé les conditions initiales, eh bien, tout ce qui va se passer ensuite est programmé et peut être prédit. Alors qu'il existe une modélisation stochastique qui, elle, introduit le hasard dans la modélisation. Donc, là, nous allons voir quelques principes pour permettre de modéliser par équation différentielle la croissance de populations en génie fermentaire ou en culture cellulaire. Le deuxième point, c'est l'exemple simple de croissance de micro-organismes. Alors, vous connaissez certainement cette expérience. Une des plus simples en microbiologie, c'est celle qui consiste à étudier la croissance d'un micro-organisme unicellulaire,
comme par exemple des bactéries. Alors, on dispose d'un tube, d'une boîte de pétri, d'un Erlenmeyer, ou autre chose, et dedans, on met une substantion bactérienne avec un nutriment. Que se passe-t-il? Eh bien, après inoculation, si on maintient évidemment le tube dans des conditions compatibles à la croissance, donc une bonne température, éventuellement en agitant aussi un peu, on constate que les bactéries se reproduisent par division cellulaire et que leur densité augmente très très rapidement, au moins pendant un certain temps. Pas tout le temps, mais au début, ça augmente très très rapidement. Donc maintenant, et si vous tracez le graphe du logarithme de leur densité au cours du temps, eh bien on observe une droite. On observe une droite, bien sûr, jusqu'à ce que les nutriments viennent à manquer. Donc première idée, comment est-ce qu'on peut modéliser ce phénomène? Et puis quelles sont les limites de ce modèle? Alors, ici, un petit peu de mathématiques, si x de t, c'est la densité de la population à l'instant t. Ce qu'on va pouvoir écrire, eh bien, c'est que la population à l'instant t plus delta t, donc un petit instant après, qu'est-ce que c'est? C'était la population à l'instant t plus l'accroissement pendant la période delta t. Okay? Donc, si maintenant j'écris ça un peu plus mathématiquement, ça me dit quoi? Ça me dit que x à l'instant t plus delta t, c'est x de t, plus un terme qui est donc l'accroissement de la population. Alors ici, je fais quelques hypothèses quand j'écris ça. Je dis que cet accroissement de population, il est proportionnel à la durée, au delta t, il est proportionnel à la quantité, à la densité de ma population à l'instant t, et puis un autre coefficient de proportionnalité, noté mu ici. En général, pour nous, mu, ce sera quelque chose de strictement positif. C'est le taux de reproduction par unité de temps, ou encore appelé taux de croissance de la population. Donc, si, avant d'aller plus loin, notez que mu doit absolument, l'unité de mu, c'est forcément du t-1, puisque delta t c'est du temps, ici t-1, ici c'est une concentration, donc si on veut que ce soit compatible, il faut que mu soit en t-1, t-1 fois t, ici on se retrouve bien avec une concentration, ok, ou une densité. Alors, je vais détailler ceci un peu plus, vous le connaissez déjà. Donc on a dit que x de t plus delta t, c'est égal à la population à l'instant t, plus donc la population à l'instant t multipliée par le taux de croissance et multipliée par delta t. Donc ça, c'est mon accroissement de population. Cette équation, je vais l'écrire un petit peu différemment. Je vais écrire que x de t plus delta t moins x de t, je vais diviser par le delta t, et j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens mu de x. D'accord? Donc, c'est mon équation de départ, j'ai juste réécrit un petit peu. Si delta t, c'est quelque chose de petit, donc un court instant, et si je fais même tendre ce delta t vers 0, donc ici, je fais tendre delta t vers 0, donc, eh bien, souvenir de la classe de première, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de la fonction x, donc c'est x' de t. Ok? Eh bien, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tendre ce delta t vers 0, et on obtient donc l'équation différentielle x' de t égale mu de x de t. Ok? Voilà notre modélisation de notre phénomène de croissance, donc dans notre tube par exemple, donc un x de t, la densité de population qui évolue au cours du temps. Alors ça, encore souvenir un peu moins ancien que la classe de première, comment est-ce qu'on calcule les solutions de ce genre d'équation différentielle? Par exemple, on peut écrire que x' de t,
sur x de t, c'est égal à mu. Et puis, une fois arrivé ici, j'intègre par rapport au temps entre un instant initial, que je vais appeler t égale 0, donc en intégrant entre 0 et t, alors je vais abandonner les t ici, hein, par souci de simplification. Ici, j'intègre par rapport à t, donc ça me fait mu de t plus une constante, ok? Et ça, je l'intègre donc entre 0 et t. Ici, x' sur x, la primitive, c'est logarithme de x, donc je continue ici. J'ai donc que le logarithme de x de t, la primitive de ceci, à prendre entre t égale 0 et t, et de l'autre côté, j'ai donc mu fois t, bon, ici, et puis lorsque t égale 0, ça fait 0. La constante, ici, il y a plus constante, et ensuite il y a moins cette même constante, donc elle disparaît. Donc je me retrouve avec mu de t. Donc, ici, ln de x de t moins ln de x à l'instant 0, c'est égal à mu fois t. Du coup, ln de x de t, c'est égal à mu de t plus le logarithme de x0. Et maintenant, si je compose avec la fonction exponentielle, à droite et à gauche, exponentielle de logarithme, eh bien j'obtiens ma fonction x de t. Ici, j'obtiens donc exponentielle de mu de t plus ln de x à l'instant 0. Exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, propriété de la fonction exponentielle. Ok? Et donc ici, exponentielle de ln de x0, ça me donne x0. Donc x de t, la solution de cet équadif, c'est x à l'instant 0, exponentielle de mu de t. C'est donc la solution de cette équation différentielle, où j'ai quand même rajouté une condition initiale, hein. C'est la condition, dire que je connaissais la concentration à l'instant 0. Alors si par exemple je dis que je la note x0, ici, au lieu d'avoir ceci, on va avoir x de t égale x indice 0 exponentielle mu fois t. Donc, voilà comment modéliser la croissance de notre densité de bactéries ou de micro-organismes au cours du temps. Donc c'est l'équation, hein, x' égale mu de x, et on sait donc calculer les solutions de cette équation différentielle si mu est une constante. La solution de x' mu de x, c'est exponentielle x0 exponentielle mu de t. Et ça, donc, c'est la croissance exponentielle dont je pense que vous avez déjà entendu parler. Alors, ça, c'est le modèle le plus simple de croissance de micro-organismes. On l'appelle aussi modèle de Malthus, et ça fait référence à monsieur Thomas Malthus, donc 1966-1834. Alors, pour la petite histoire, Thomas Malthus, il l'avait appliqué à la croissance humaine. Donc, il avait fait un essai là-dessus. C'était en réponse à d'autres personnes avec des théories un petit peu utopistes. Et donc, Thomas Malthus, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a expliqué que la population humaine augmentait de façon exponentielle. Donc, mais qu'en revanche, nos ressources, elles, n'augmentaient que de façon arithmétique. Alors il faut replacer dans le contexte, à l'époque l'agriculture c'était pas très mécanisé et en effet ça n'augmentait pas de façon exponentielle, ça augmentait de façon arithmétique. Bref, après avoir dit ça, eh bien, il en était arrivé à la conclusion qu'on courait vers une catastrophe démographique si on ne faisait rien. Alors ça a eu beaucoup de retentissement dans la communauté scientifique, bon, parce qu'il a fait ça avec un ton très provocateur à l'époque. Bon, alors, les conclusions de Malthus ont fait sensation. Certains pays, vous savez, vous devez en connaître au moins un, a donc contrôlé sa natalité de manière à ne plus avoir cette augmentation exponentielle. Je veux parler de la Chine, avec ses lois eugéniques.
Bon, maintenant c'est un peu terminé, mais voilà, eux ils ont mis ça en application. Et puis d'autre part, le commentaire qu'on peut faire, c'est que les ressources ne croissent pas de façon arithmétique, ça c'est fini avec la mécanisation, l'agriculture. Disons que au moins pendant un certain temps, ça n'a pas été une croissance arithmétique. Maintenant, bon, peut-être que il n'a pas complètement tort quand même non plus, mais bon, voilà. Alors, juste pour la culture générale, cette équation ce x' égale mu de x, on la retrouve dans plusieurs phénomènes naturels. Par exemple, on retrouve ça, x' égale x0 exponentielle moins mu de t, donc mu pour moi c'est toujours un coefficient positif, c'est utilisé pour décrire la décroissance de certaines populations, en particulier la décroissance de l'activité radioactive. Okay, avec ces croissances exponentielles, on peut définir, alors quand mu est positif, pardon, quand on parle de l'exponentielle plus mu de t, on parle de temps de doublement, donc c'est le temps qu'il faut pour que la population ait doublé, et donc bon, il suffit de résoudre cette équation-là, hein, x de taux indice 2, donc ça c'est 2 fois x0, et bien si vous faites la résolution, vous obtenez que taux 2 c'est ln de 2 sur mu, je ne sais pas ce qu'il fait là ce 2, bon, il faut enlever ce 2 ici, c'est ln de 2 sur le taux de croissance. De la même façon, pour l'activité radioactive, on parle aussi de temps de 2 milli, puisque la décroissance, puisque là, la population décroît. Alors, quelques commentaires sur ce modèle. Alors, ce modèle n'est pas toujours approprié. Quand il n'y a plus de nutriments, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'il va finir par y avoir une décroissance de la population. Donc, cela va nous conduire à supposer que le taux de croissance, finalement, n'est pas toujours constant, mais que peut-être il varie avec le temps. Donc ça, c'est une première hypothèse qu'on peut faire, qui a été faite dans le modèle de Gompertz. Donc on fait varier mu de façon, on le fait décroître de façon exponentielle dans le modèle de Gompertz. Alors c'est un modèle qui est utilisé pour décrire la décroissance des cellules qui sont entourées de cellules tumorales. Okay. En ce qui concerne la microbiologie, ce qu'on va plutôt utiliser, nous, c'est notre possibilité, c'est de supposer que le taux de croissance dépend des ressources disponibles dans la population. C'est-à-dire, pour nous, les substrats qui restent dans le tube ou dans le fermenteur. À ce moment-là, on va dire que ce taux de croissance est une fonction de S, où S c'est la concentration de substrat. Nous, c'est ce type de modélisation vers laquelle nous allons nous orienter et que nous allons étudier. Pardon, c'est pas fini. Alors, pourquoi avoir choisi une équation différentielle, hein? Donc là, nous, on va modéliser par une équation différentielle, d'abord parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, en fait, hein. Mais il faut savoir quand même que derrière, il y a des hypothèses qui sont très restrictives avec les équations différentielles. Donc notre x de t, nous, notre nombre d'individus, notre densité ou notre concentration, on va modéliser le problème en faisant intervenir uniquement la dérivée, et on va faire l'hypothèse que la répartition spatiale de la population est homogène. Ça veut dire que dans votre fermenteur ou dans votre tube, on va dire que la répartition de la population, elle est parfaitement homogène. Vous avez vu, je le sais avec Madame Oquelet, que ça n'est pas du tout vrai. La répartition dans le fermenteur n'est pas du tout homogène. Mais nous, on va faire cette hypothèse simplificatrice. Donc, équation différentielle pour cette modélisation. Alors, sachez que si la répartition n'est pas homogène et qu'on veut prendre cette inhomogénéité en considération, il faudra utiliser des équations aux dérivées partielles. Donc, nous venons de voir une des premières modélisations qui est due à Malthus, le modèle exponentiel. Les autres modèles que nous allons voir sont basés sur des principes similaires. Mais Malthus, on a trouvé la solution
Alors que là, selon la complexité du modèle, eh ben, il va arriver qu'on ne sache plus résoudre l'équation différentielle de façon explicite. C'est-à-dire qu'on ne va plus être capable, comme pour Malthus, de dire x de t, c'est telle fonction. Alors, on va être obligé d'utiliser le calcul numérique pour trouver une solution approchée de l'équation différentielle. Ce que vous ferez, vous, avec le logiciel R. Okay, alors, on peut le faire avec Excel, on peut le faire avec d'autres logiciels, mais nous, on le fera avec le logiciel R. Et on fera ces simulations, évidemment, en prenant des valeurs particulières des paramètres. Le taux de croissance, on parlera aussi de rendement, etc. Pour déterminer ou utiliser ces paramètres, il faudra d'abord les fitter, c'est-à-dire il faudra les déterminer ces paramètres qui représentent au mieux vos données expérimentales. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au semestre précédent, comment trouver les meilleures valeurs qui permettent d'ajuster les données. Le taux de croissance, le rendement, on a vu tout ça, donc il faudra être capable de le faire sur les données expérimentales de vos TP. Et toujours se rappeler que les modèles ne sont pas vrais, ce ne sont pas des vérités. Les modèles, ce ne sont que des mensonges qui nous permettent d'appréhender la réalité, c'est-à-dire qui vont nous permettre de mieux comprendre le phénomène. Mais forcément, dans un modèle, il y a des hypothèses très restrictives, certains paramètres ne sont pas pris en compte. Donc il ne faut pas penser que c'est la vérité. Voilà, ça s'arrête